Persévérer, ce pourrait être le titre d'une série à succès dont Ange Bastergue serait le héros. Son pitch ? Un jeune gringalet se construit face à une adversité toujours plus désespérante. Le reste de l'histoire, c'est lui-même qui le raconte, photo à l'appui, avec ou sans filtre. Allez Ange, montez et bienvenue dans votre vie. Vie qu'on va retracer à travers les photos marquantes. Et on va commencer là. Ouais. Oh. Moi, je suis insensible un peu. Ouais. Eh oui, Missiao, que j'ai pas connu, hein, qui est décédé bien avant ma naissance et qui était douanier dans les Alpes-Maritimes pendant la guerre. Baraglioli. Oui, Baraglioli. Voilà, Bastergue, mon nom d'artiste, parce que Baraglioli était difficile à prononcer sur le continent, donc c'est vrai que... On reviendra, ça sera une autre histoire, quoi qu'il en soit, Baraglioli. Voilà, et en fait, il renseignait toute la résistance sur les allées et venues des Italiens et des nazis, sur les bateaux, etc. Ce que vous ignoriez. Ce que j'ignorais, ouais. De Bastilica. Oui. Hein? Ouais, Basseka et Bassekac. À côté, il y a son fils. Ange-Marie. Je suis deuxième, moi. Ah ouais, moi je suis insensible. On vous l'a pas dit. Je vois ça. Non, bah mon papa qui est ma grande fierté. Hein, C'est votre grande fierté, votre papa. Ah ouais. Alors votre papa, il s'engage très tôt, lui aussi, dans le combat. Il part ensuite, lui, hein, il est instituteur, il est à Villepinte. Instituteur, et il part d'abord à Bagnolet. Ouais. Il part d'abord à Bagnolet, il est instituteur. Et en fait, après, il est élu maire de Villepinte. Voilà. Et Au début des années 80. Voilà, et c'est là qu'il rencontre ma mère. On n'en est pas encore là parce que là, il est avec l'écharpe. C'est ça. Et cette écharpe, elle a un coût parce que la politique va un petit peu l'abîmer, votre père. Ça, ouais, ça a un peu brûlé ses ailes, ouais. Ouais. Un homme brillant. Ouais. C'est pour ça que j'en fais pas de politique, moi. Ouais, vraiment. Vous êtes la politique, moi. Ouais, voilà, ça reste vraiment dans le domaine du personnel et je pense que je m'engagerai jamais en politique. Voilà. Déjà artiste, c'est pas mal. Il a trop souffert, lui, finalement. Ouais, il aurait mérité mieux. Mais bon. Après, il a une très belle vie. Hein. Voilà. Bah justement, la vie, elle est là. Alors, la vie, j'ai découpé en deux. Là, vous êtes sur la photo, il joue avec vous, mais ce qui est intéressant, c'est le monde autour. Votre papa, il n'y avait pas de snobisme. Il était avec tout le monde. Expliquez-moi un petit peu. Bah, papa, c'était l'homme du peuple, hein. Il aimait tout le monde. Hein. D'ailleurs, quand il était maire, tout le monde l'appelait pour lui demander des services ou pas. Et voilà, il le faisait avec son grand cœur, parce que voilà, papa, il avait un grand cœur. Là, on voit mes grands frères, qui sont les enfants du côté de ma mère. Et en fait, sa plus grande fierté aussi à mon père, quand on fait une famille recomposée, c'est que mes grands frères le considéraient comme son père, quoi. Et c'était beau, quoi. Toujours des grands dîners à table. Ah oui, des grands dîners. Papa cuisinait beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je cuisine aujourd'hui. Et alors que ça roulait pas sur l'or, hein. Non, mais on a une belle vie, modeste. Toujours le frigo rempli. Je pense que ça doit venir de la guerre. Parce que en Corse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens souffraient beaucoup de la faim. Donc mon père s'est bien rattrapé. Et parce qu'il y avait deux choses qui étaient importantes dans la vie, pour lui, qui étaient primordiales. C'était la bouffe. C'est ça. Et la Corse. Et les vacances en Corse, ouais. Hein. Parce que moi, j'ai eu cette chance. Donc je suis né dans le 93, donc moi je suis né à Villepinte. Mais j'ai eu cette chance d'avoir un père instit. Et donc du coup, même s'il avait ses fonctions de maire, il était toujours instit. On avait des vacances, quoi. Et beaucoup de vacances. Donc c'est vrai que moi, j'ai vraiment j'ai grandi sur le continent, mais voilà, la culture corse a été primordiale pendant toute ma vie, quoi. Et j'ai mis la photo à côté. Avec ma sœur. Ça, c'est ma sœur Marie-Jeanne. Parce qu'effectivement... Et c'est vrai qu'il me ressemble beaucoup, là. Oui, et surtout, avec ce papa, justement, il vous a eu tard, lui. Hein. On ne dirait pas, mais il a 48 ans quand il vous a. Hein. Ouais. 48 ans. Il va être très protecteur avec vous. C'était un papa, parce que très proche, alors que c'est quand même une génération vieille. Hein. Ouais. Je pouvais l'appeler, mon père, je pouvais l'appeler n'importe quand, à n'importe quel moment. Et voilà,
S'il pouvait me rendre service, il me rendait toujours service, quoi. Il avait toujours le cœur sur la main. Après, c'est sûr qu'on avait un différentiel de génération, mais voilà, il a fait tout ce qu'il fallait, quoi. Et surtout, il a rencontré elle, qui permet que vous soyez là aujourd'hui. Vous en avez parlé. Ouais. Ma mère, ouais. Ma mère et mon père, ouais. Ah, ils sont partis trop tôt, hein. Ils sont partis trop tôt. Ouais. Parlons d'Arlette un petit peu quand Ouais. même. Parce Ma que maman, sacrée personnalité aussi. Ouais. Très, très grande personnalité. Une femme forte. Une femme forte qui a... Et c'était vrai, c'était un beau couple. C'était un très beau couple. Je dis c'était parce qu'ils sont partis trop tôt. Mais... Il est parti, c'est votre papa qui part le premier, hein, ouais. Qui part en 2002. En 2002. Mm. Et Arlette, elle qui n'est pas corse, à la mort de votre papa, va venir vivre en Corse. C'est ça qui est incroyable. Elle va s'installer ici en Corse. Ouais. Et elle va disparaître aussi ici, justement. Hein. C'est ça. C'est ça. Et elle est enterrée à côté de votre papa. Ils sont à Basilica, ouais. Tous les deux reposent en paix à Basilica. Ouais. C'était une belle époque. On va parler de vous un petit peu, parce que vous l'avez dit, vous allez grandir à Villepinte. Une vie, finalement, une enfance heureuse. Oui. Ouais. Oui. Bah, avec des hauts et des bas un peu. Mais non, très bien, très très bien. Mais il va y avoir un truc, c'est qu'à 14 ans, papa et maman, ils vont dire on va partir. Et c'est vrai qu'au début, c'est un choc, parce que quand t'as 14 ans, t'as tous tes amis, tes machins, tes copines, etc. Et puis il faut tout refaire. Et puis tu refais pas ta vie à 14 ans comme tu l'as fait à 6 ans, tu te fais pas des copains sur un claquement de doigts. Mais c'est vrai que c'était une très belle période de ma vie, toute cette adolescence et l'entrée dans l'âge adulte, parce que je suis parti de Nîmes à 23 ans. Hop, Nîmes, c'est Ouais. pas ici qu'on va en parler. Ah. Mais Nîmes, on va en parler dans une autre pièce. Ça marche. Parce qu'on va voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à Nîmes. Allez, venez. Tout droit. Ah bah, Voilà. ah bah. Ah, toujours. Oh putain, j'ai l'émotion. Allez, Ange, installez-vous. Et vous étiez pressé d'aller à Nîmes. C'est ça. Et voilà ce que ça donne, ouais, Nîmes. Voilà. Oui, parce que très bien finalement, vécu, ça a été ouais. un déchirement de quitter la banlieue parisienne. Mais finalement, Nîmes, l'atterrissage se fait pas trop mal. Ouais, j'ai vraiment lié des super amitiés. J'ai une belle adolescence. Parce que vous êtes quand même un adolescent un peu actif, hein, quand même. Hein. On n'a pas eu trop le temps d'en parler tout à l'heure, mais il faut que vous bougiez, vous. Hein. Vous ne tenez pas en place. Il faut qu'il se passe des choses. Il faut tout le temps qu'il se passe des choses, ouais. Ouais, c'est vrai que je tiens pas en place. Hein. Même maintenant, je tiens pas en place. Hein. Et alors là, on voit, vous êtes un petit gabarit quand même. Hein. Vous êtes un petit peu fin. Et assez rapidement, en fait... Eh oui, la boxe, ouais. Là, c'était en Thaïlande, là. C'était un stage de boxe en Thaïlande. Et Pourquoi la boxe, Ange ? j'avais besoin d'un sport de contact. J'avais besoin d'apprendre à me défendre, à me battre, à me défouler. Ça te canalise et puis tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et vous avez un autre rêve à cette époque, c'est d'avoir un CDI. Bah ouais, parce que moi, je suis né en 81. Nous, on est la génération de guerre d'Irak, sida, chômage de masse. Moi, j'ai grandi dans la crise et je me suis dit, bah, faut que j'ai un CDI et j'aurais réussi ma vie, quoi. Donc, vous passez votre bac. Je passe mon bac, ouais. Ouais. Je fais un BTS Action commerciale. Action Co, le Ouais. fameux BTS Action Co. Puis à 22 ans, vous obtenez le Graal. Voilà, un CDI chez BNP Paribas. En banlieue, à Paris. À Paris. Donc là, je pense que j'ai gagné l'euro-million à ce moment-là. Ouais. Donc je monte sur Paris, machin. Après c'était quand même une belle époque parce que c'est le moment où tu commences à gagner de l'argent un peu. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, Ange, tu vas pas faire ça toute ta vie, quoi. Ah ouais. Ouais, il faut que tu trouves un truc. Et donc un jour, vous poussez la porte Voilà, je pousse la porte de ça. L'acteur est son propre instrument et il doit s'apprendre. Do it. Ne pense pas, fais-le. Oui, fais-le. Maintenant, tout de suite, ici, aujourd'hui. Il faut commencer par le commencement.
Et le commencement, c'est le courage. Le courage de se révéler, de dérouler son intimité devant les autres. C'est ce que tu vas apprendre ici avec nous dans ces stages et ailleurs. Et là, tu pourras te développer, t'ébrouer et faire vraiment authentiquement les qualités du texte, les intentions et le reste. Et oui, et donc je pousse la porte de l'école de Robert Cordier. Avant d'aller, déjà vous prenez quand même un petit cours de théâtre avant. Ouais, je fais un petit cours de théâtre amateur pour tester, parce que c'est vrai que c'était en cours du soir chez Acting International, et c'était 12 heures par semaine, donc je finissais mon travail en banque et je partais jusqu'à minuit faire des cours de théâtre avec ce grand monsieur. Et dès le début, c'est une révélation, Ange? Ouais, tout de suite. Je suis piqué tout de suite. Je me dis, voilà, c'est ce métier que j'ai envie de faire du cinéma. Voilà, j'ai envie de faire du cinéma, ça me plaît, je m'épanouis là-dedans. Alors qu'il n'y avait pas forcément une histoire familiale, hein, ça vient vraiment comme ça, c'est subit, c'est vraiment... Je pars vraiment d'une page blanche, de zéro. Zéro connexion, zéro contact. Pas trop de culture cinématographique non plus, même, ou normal, quoi, basique. J'aimais le cinéma, mais oui, j'étais pas... Enfin, oui, c'était quelque chose que j'aimais, mais c'est vraiment en pratiquant que je me suis dit, je veux faire ce métier-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le métier du cinéma ? La création, en fait. Je pense que c'est ça. Hein. C'est vraiment la création, et raconter des histoires. Je pense qu'en fait, j'ai toujours aimé raconter des histoires, et c'est vrai que vivant à Paris à ce moment-là, je me dis, là, je peux expérimenter et je peux me donner à fond. Mais c'est vrai que c'était quand même un pari, et c'est vrai qu'il parle de courage, Robert, dessus. Mais à cette époque-là, je crois que je saute le pas, j'ai 27 ans, quoi. Donc c'est un peu âgé, quoi, on va dire, pour embrasser une autre carrière, quoi. Oui, parce qu'au bout de quelques années, effectivement, vous décidez de mettre la banque de côté et de vous consacrer qu'à ça, quand même. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit, votre mère, à ce moment-là ? Elle m'a dit une très belle chose. Elle m'a dit, il faut que tu vives tes rêves et il faut que tu sois acteur de ta vie, quoi. Enfin, fais ce que tu as envie de faire. Et c'est vrai que ma maman m'a donné ce conseil, et c'était un peu une validation. Il n'y a plus de barrière maintenant. Fonce. Et la photo suivante, j'ai mis cela. Eh oui. Donc, du coup... Mais en fait, c'est marrant parce que des fois, je me dis c'est pragmatique. Donc, je commence à faire du stand-up one-man show. Parce que ça demande que du courage. Et en fait, tu reviens un petit peu à la boxe. C'est le ring, en fait. Donc, tu montes sur le ring et il faut faire rire les gens. Donc là, tu prends pas de coups, mais si tu fais pas rire les gens, un beat, ça fait très mal. Et en fait, pour le one-man show, tu as besoin de ton courage et d'écrire tes sketchs. Et ça ne te demande pas d'investissement financier. Il faut un courage de dingue, parce que vous pariez sur l'humour, en plus, à l'époque. Et puis, on va pas se mentir, je suis pas le plus marrant du monde. Mais oui, mais sauf que vous le comprenez peut-être assez vite. Vous étiez avec quelqu'un, un type qui s'appelle Ado, d'ailleurs, qui lui est très drôle. Vous faites un petit duo. Après, j'ai fait un duo comique, et je pense que ça, dans ma carrière, ça sera peut-être mon seul regret, c'est que ce duo comique n'ait pas marché, parce qu'on avait je pense qu'on avait un beau potentiel, et on n'a pas poussé le truc jusqu'au bout, comme on aurait dû le faire. Parce que vous n'êtes pas bien entouré, peut-être aussi. On n'a pas fait les rencontres qu'il fallait, et donc on a un peu stagné. Et après, c'est vrai que moi, de mon côté, je me suis beaucoup plus dirigé sur le plateau de tournage, sur le cinéma, quoi. Et c'est les castings. Casting. C'est vous ça. bouffez du casting Ah oui, j'ai dû en faire 500. Ah ouais. Mais en attendant ces rôles, entre les castings, il faut faire quelque chose, justement. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en attendant ? Moi, j'écris. J'écris. Je raconte des histoires. La preuve. Écoute-moi bien, sale enfant de putain. Si tu fais pas ce que je te dis, je te coupe en deux, toi et ta famille de crevure. Et je vous renvoie dans ton pays de merde. Vous allez vous faire fumer comme deux grosses salopes que vous êtes. Ça rentre dans ta tête, ça ? À partir de maintenant, tu tapines pour moi. Tu vois que ça sert à rien de jouer les caïds, hein ? Vas-y, ouvre la porte, dégage.
Dégage! Terre, ouais. Fort, Mm. très fort. Et donc ce court-métrage qui est réalisé par David Loukine et Fabien Carabin, donc c'est moi qui ai écrit le scénario, qui l'ai produit. En plus, je l'ai produit. Et il a une super vie en festival. Et c'est vrai que ça m'a... C'est un peu le... Mérité, hein, c'est génial. Ouais, on est allé au Festival de Cannes en 2011. On a fait De Ridley Scott aussi. le festival de Ridley Scott. C'était vraiment une super embellie. C'était vraiment une super embellie et c'est parti d'une impulsion et surtout, ce projet naît de la frustration de ma carrière en fait à ce moment-là et en fait cette frustration se transforme en création et c'est très important, c'est d'ailleurs faire quelque chose de négatif en faire quelque chose de positif et c'était vraiment ça arrivait au bon moment ça parce que ça donne beaucoup de courage et beaucoup d'envie de continuer parce que le chemin est long et laborieux. Mais c'est vrai que c'était une super expérience. Et puis Thierry Neuvik, Pierre-Marie Moscone, c'est un peu toute ma famille de cinéma, ça. Hein. Fouad Amara, Grégoire Sattel, Hervé Babadi, Eric Kellet. C'était... On va voir ce que vous allez faire avec votre nouvelle famille de cinéma. Ouais. C'est pas dans cette pièce-là qu'on va en parler. C'est dans une autre. Ok. Allez, venez avec moi. Allez Ange, vous voilà parti, hein. Et là, dans le même élan, eh bien, vous continuez de produire, et ça notamment. Premier jour, ouais. Donc le deuxième court-métrage que j'ai écrit... Et qui est toujours aussi fort, hein, Ange. Hein. Ouais. C'est fort, ça se... Vous tournez là aussi, hein, vous êtes aussi acteur, là aussi pareil. Je suis acteur scénariste dessus, et il a eu une super vie en festival. Ah ouais. Franchement, on a été... Et c'était génial, pareil, ça arrive... donc ça, c'est 2016, et ça arrive à un moment où artistiquement, je suis un peu dans le ventre mou, et le fait que ce court-métrage marche super bien... me donne beaucoup de force pour la suite. Donc là, on a l'impression que c'est parti, là, c'est bon, tout va bien, ça y est, c'est parti. Et puis finalement... Mafiosa. Eh ouais, il faut repartir, il faut cachetonner, quoi. Ouais. Hein, c'est ça un peu, Ange. C'est la vie d'artiste, hein. On est des saltimbanques. Hein. Non, mais c'est des ascenseurs émotionnels de dingue. On fait le deuxième court-métrage qui est récompensé à Cognac. Et puis finalement, ça enchaîne pas si vite que ça. Donc et puis moi, j'ai fait beaucoup de piges en technique aussi. J'ai fait de la régie, j'ai fait de la déco, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait beaucoup de métiers en fait moi dans tous les métiers du cinéma en fait. Pas mal. Ouais, pas que les plus rémunérateurs en tout cas. Après, ce qui est cool, c'est que moi sur un plateau, je sais qui fait quoi, je sais quoi demander. Enfin voilà. Après, c'est vrai que ça me donne aussi une connaissance du plateau de tournage. Et alors, à cette période-là, là justement, vous vous dites bon allez maintenant stop les plaisanteries. Le prochain film, non seulement je vais l'écrire, mais en plus je vais le produire. C'est ça. Hein, vous dites ça à ce moment-là. Hein, vous dites allez, vous voulez pas de moi, je vais vous montrer qui je suis. C'est ça. En fait, la problématique, c'est que voilà, mes courts-métrages marchent, ils ont beaucoup de prix en festival, super, etc. Mais personne ne veut produire mon premier long-métrage ou personne n'y arrive. Et je me suis dit, écoute, je vais produire mon propre long-métrage et je vais le réaliser avec Nicolas Lopez. Et on va partir
sur nos fonds propres. Donc on part en fonds propres, on le finance nous-mêmes et on le réalise nous-mêmes. C'est du qui tout double, quoi. Là, c'est vraiment c'est ça. C'est la banque, quoi. Hein. C'est ça. On fait tapis, là, presque. C'est ça. Je fais tapis et en plus, à ce moment-là, je m'installe en Corse définitivement, donc je quitte Paris. Et quand on s'éloigne de Paris, c'est plus compliqué. Donc là, effectivement, vous faites tapis. C'est ça. Et quand vous faites tapis, ça donne ça. Comment t'es devenu le patron d'ici? J'ai commencé par être un guetteur. C'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Tous les jours, je risque ma peau. Vamos, comme je t'avais dit, tu as vu l'équipe de tournage Tu avais vu là-bas. Ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez un reportage sur la globalité des jeunes. Sors ta carte d'identité. Non, je sors pas ma carte. Oh putain, attends, éteins ta caméra de suite maintenant. On a qu'à arrêter le tournage et ça me pose pas de problème. Accélère. Vas-y frérot. Tiens, depuis ton reportage de merde là, tu me fais le Tupac là. Tu as pété les plans ou quoi? Et arrête de me filmer, arrête de me filmer. Puissant, ça. Que de souvenirs, ouais. Puissant. Les grands prix du long métrage à Cognac. Exact. Cap Draman Diakité. Devant Olivier Marchal. Ouais, L'idole absolue. Hein. Mon ami, qui est mon idole. Hein. Ouais. Et Cap Draman Diakité, Mohamed Boudou, deux grands acteurs. Amateurs. Ouais, sauf qu'ils ne le savaient pas, eux, qu'ils étaient grands acteurs. Non, ils découvrirent à Marseille. J'espère qu'ils le savent maintenant, parce qu'ils le méritent, quoi. C'est des grands artistes, quoi. Parce que vous êtes parti à Marseille avec votre caméra. C'est ça. Vous êtes arrivé dans une cité et il a fallu... Vous aviez les codes un petit peu peut-être de la banlieue. Oui, j'avais les codes de la banlieue. Mon co-réalisateur Nico Lopez était de la cité. Et puis voilà, on a réussi à réunir beaucoup d'énergie comme ces acteurs-là sur ce projet fou qui était de faire notre propre long-métrage, quoi. Et une vraie réussite. Ouais. Sauf que pareil, là, on a l'impression que ça va s'enclencher. Ça part pas forcément. Heureusement. Heureusement, Ange. Il va y avoir lui. Eh oui, Nour Sadar. Nour Sadar. Là, c'est intéressant parce que autant quand vous étiez période stand-up avec ado, vous n'arrivez pas à vous entourer. Ouais. Là, vous faites le bon choix, là, quand même. Ouais. C'est quoi? C'est une preuve de maturité? C'est la chance? C'est quoi? Oui, parce que j'avais 3 propositions à ce moment-là, dont une proposition assez lucrative. Mais Nour, comment dire, il avait une force de persuasion il y avait une force qui l'entourait. Et il m'a dit, écoute, moi, je vais réussir. Je vais transformer la pénalité. Fais-moi confiance. Et comme vous le dites, il y a cette maturité à un moment, de faire les bons choix au bon moment. Et c'est vrai qu'en signant avec Nour, j'avais pas l'intime conviction parce que c'est toujours compliqué. Mais je me dis, voilà, je pense qu'on a fait le bon choix et puis ça a été payant, quoi. Ben ouais, parce que... C'est ça. Mini-série sur Netflix. Exactement. Et quelle mini-série, hein, qui va être numéro 1 des vues en France. Je sais pas, vous connaissez les chiffres. Il a été vu combien de fois sur Netflix? Vous avez les chiffres? J'ai pas le droit d'en parler. C'est vrai? Beaucoup de fois, ouais, beaucoup de fois. Ça a super bien marché. Grave. Pour vous donner maintenant, les acteurs, que ce soit Abdraman ou Mohamed Boudou, ils peuvent plus marcher dans Marseille sans faire un selfie. Voilà. Donc leur vie a changé, nos vies ont changé. C'est vrai que la puissance de Netflix a fait que ça a super bien marché. On a eu beaucoup d'articles dans la presse et beaucoup de retours publics. Parce que ce qui est vraiment cool aussi avec Netflix, c'est que beaucoup de gens voient ces contenus-là. Et puis pour eux, ça leur a fait plaisir de voir qu'on repartait comme ça et que l'aventure continuait. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul dans la vie, paraît-il. Pratiquement au même moment, il y a votre idole qui dit « Viens jouer avec moi aussi ». En fait, ce qui est beau, on est été 2019 et j'étais en train de regarder les annonces sur Ajaccio pour me trouver un job alimentaire. Et je vous jure que c'est vrai. Et j'arrive un peu au creux de la vague où je me dis « Bon, voilà, t'as fait ton maximum, ça marche pas, ça prend pas ». Et Nour m'appelle pour me dire « C'est bon, Netflix monte dans le bateau ». Et une semaine après, Olivier Marchal m'appelle pour faire son prochain film. Et c'est vrai que quand j'ai entamé cette carrière d'artiste, j'ai toujours voulu bosser avec ce monsieur. Et c'est vrai que c'était, sur un claquement de doigts, la vie change, quoi. Et c'est beau. La vie change. Et puis la vie a changé aussi, avait changé depuis un petit moment, parce que un jour vous avez décidé de venir
Vivre ici, chez vous, en Corse. Ça fait combien de temps que vous vivez en Corse maintenant? Vous avez Ça fondé fait une famille 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. Et c'est vrai que Valou m'a dit, écoute, il faudrait qu'on élève nos fils ailleurs qu'à Paris. Et puis je pense qu'ils ont une belle vie, mes fils. Et donc, il y a cette famille, et puis il y a une autre famille aussi. Hein. Eh oui, la famille du cinéma. Pierre-Marie Moscone, Thierry Neuvik, et avec qui on a beaucoup de projets de séries, de longs métrages, et on espère que ça va avoir vite. Oui, le parce jour. que c'est un éternel recommencement, ce métier, finalement. Bah oui, hein. c'est là. Hein, rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Il faut Rien n'est constamment retravailler. Donc ça. vous travaillez, j'imagine. J'écris sans relâche. Après, voilà, j'ai des belles propositions qui sont arrivées. Donc Mais parce que vous avez comme changé de statut maintenant, quand même, Ange. Oui, grâce à la série Caïd, c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai des rendez-vous que j'avais pas, des sollicitations qui sont plus... Mais le combat continue, rien n'est acté Ah ouais? et rien n'est gagné. Faut se battre, faut continuer à se battre. Mais c'est pas grave, ça fait des années qu'on se bat. C'est ça la vie d'artiste, de toute façon, rien n'est jamais gagné. Il n'y a aucune certitude, mais il y a une première marche qui a été faite et c'est encourageant, quoi. Et bien faite, et bien faite. Allez, une petite image pour finir. C'est la mienne, celle-là, un petit selfie. Merci infiniment Merci, pour votre Luc. générosité, C'est normal. non, vraiment pour votre sincérité. On va suivre maintenant désormais la suite de vos aventures. On croise les doigts. Hein, Croise les doigts. on croise les doigts. Et à bientôt, tout simplement. À bientôt, Luc. Merci Ciao, beaucoup. ciao, Ciao. ciao.